Voilà. Bon, bonsoir à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. Bonsoir, ça va être une soirée très intéressante. Et je m'appelle Carlos, je suis le représentant, on va dire, des Coar en France. Et voilà, avant tout, je voulais remercier ATTAC de nous avoir aidé à organiser cet acte, notamment avec de nous avoir trouvé une salle à Montpellier. Donc, vraiment remercier. Aussi, évidemment, à Philippe Corcus de nous avoir dédié son temps, pas facile en plus, donc merci beaucoup. Et voilà, on a la chance de l'avoir parmi nous ce soir. Aussi, je voulais remercier tous les retardataires et remercier les personnes qui ont participé au crowdfunding de Pepalova, dans l'association qui se charge un peu de financer certains des actes des Coar. Bon, juste quelques petits mots par rapport à Ecoar. Ecoar est né il y a déjà un peu plus de 10 ans en Espagne, un collectif de caractère indépendant, d'action directe, sensibilisation sociale et solidarité pour créer, en tout cas aider à construire un système global basé sur les principes d'éthique, justice et dignité. Ecoar est un ensemble de personnes qui travaillent de le local à l'international, notamment en Galice. Après, ça s'étale un peu au reste de l'Espagne. Et maintenant, on a certains collaborateurs en France, au Canada, en Angleterre, au Brésil. Donc voilà, on travaille aussi avec nous, expatriés de l'Espagne. Et du coup, on travaille pour faire face aux injustices et aux problèmes globaux, toujours depuis une perspective, on va dire, basée sur un triangle d'idées, très important, des principes très importants pour nous, donc l'écologisme, l'anticapitalisme et le respect des droits de l'homme. Donc voilà un peu ce qui pourrait être Ecoar, donc ça explique un petit peu plus. Après, pour contextualiser un peu cette conférence, le titre donc critique des médias et émancipation dans le monde actuel, c'est le 6e des actes des journées de communication pouvoir et contre-pouvoir qui ont démarré en Espagne il y a un mois, à Santiago de Compostela, puis Vigo, La Coruña, Madrid, à Montréal et aujourd'hui à Montpellier, c'est la dernière. Et ces 10 journées, donc, qu'on avait pour but d'analyser la relation entre les médias, les pouvoirs politiques et les pouvoirs financiers, notamment les transactionnels. Et en même temps, aussi, voir comment construire, comment articuler pour construire un contre-pouvoir à travers un discours alternatif et une culture qui permette l'émancipation de la population. Donc voilà, on va faire la conférence environ 50-55 minutes. Après, on aura le temps de pouvoir, 20-25 minutes selon, de pouvoir échanger un peu, une sorte de débat, en forme de questions. Ça va être aussi très riche. Donc voilà, je vous laisse avec Philippe Corcus, donc professeur de sciences politiques de l'Institut d'études de Lyon, l'étude politique de Lyon, et prof de sociologie aussi à l'organe de laboratoire Serlis à l'Université de Paris 4, et membre aussi du comité scientifique de l'ATTAC. Donc voilà, merci d'être venu, merci Philippe, et je te laisse la parole. Bonsoir, merci. Je vais essayer d'aborder la question de la critique des médias avec les ressources qui sont ceux de mon métier, c'est-à-dire que je fais de la recherche et j'enseigne en sociologie politique et en philosophie politique. Donc ce sera 2 ressources, et puis en même temps, donc, je suis militant altermondialiste et je suis aussi militant libertaire puisque je suis membre de la Fédération anarchiste. Les médias ont conquis une place élargie dans nos sociétés, sous l'emprise d'entreprises capitalistes de plus en plus concentrées à l'échelle internationale, avec une diffusion de stéréotypes
qui sont associés aux logiques dominantes de cette société. Et c'est pour ça que la critique radicale des médias apparaît nécessaire. En même temps, si la critique des médias veut rester en phase avec un horizon d'auto-émancipation individuelle et collective, c'est-à-dire que les individus et les groupes eux-mêmes s'émancipent, ils ne sont pas émancipés par d'autres, elle ne peut pas s'inscrire dans la logique des dénonciations les plus courantes des médias, qu'on trouve d'ailleurs dans les milieux antilibéraux, altermondialistes, radicaux et libertaires aujourd'hui. Et donc en fait, je vais essayer d'explorer ici une piste paradoxale. C'est qu'une critique des médias est nécessaire, mais une autre critique des médias, plus nuancée, plus soucieuse des complications de la réalité, et qui puise notamment des ressources dans les sciences sociales critiques contemporaines. Et donc, ça va s'inscrire d'une certaine façon en rupture avec la critique des médias la plus populaire dans les milieux critiques et radicaux. Quand il y a une difficulté, une explication simple et rassurante intervient dans les milieux militants radicaux, c'est la faute aux médias. C'est une formule dans laquelle se mêlent souvent différents accents, des accents conspirationnistes dans la vision des médias qui émettent les messages, et une vision misérabiliste dans la façon de considérer les récepteurs des messages qui seraient dominés, qui seraient aliénés par ces messages. Se profile dans cette critique courante des médias, que j'appelle d'ailleurs par provocation la pensée monde diplôme, en référence, disons, à un des journaux les plus lus dans ces milieux critiques et radicaux, le Monde diplomatique. On trouve dans cette dénonciation courante des médias des formes de simplification de la critique sociale qui rencontrent, disons, trois écueils qu'on va voir par la suite. Une surévaluation de l'effet direct des logiques économiques, ce qu'on peut appeler un économisme, une focalisation sur les manipulations cachées de quelques puissants, le conspirationnisme, et un oubli du rapport social émetteur-récepteur au profit d'une toute-puissance de l'émetteur qui, finalement, contrôlerait complètement les récepteurs, ce que j'appellerais misérabilisme. Ce type de posture, très courant dans nos milieux critiques, dans nos milieux militants critiques, avec ses impensés, pourrait contribuer à nous empêcher de repenser la question de l'émancipation au XXIe siècle. Et donc ça suppose de s'en démarquer en essayant de casser le lien qui est établi à la fois par certains radicaux et par certains conservateurs du lien entre radicalité et manichéisme, comme si la radicalité, ça signifiait le manichéisme. Au contraire, pour moi, la radicalité, ça signifie la complication. Bon. Je reviens à l'étymologie du mot radical, c'est saisir les choses à la racine. Et la racine des problèmes dans les sociétés humaines sont compliquées, plurielles, emmêlées. Donc elles ne sont pas du tout simples. Alors j'aurai deux grandes parties, en fait, des critiques radicales des médias qui nourrissent en partie cette dénonciation ordinaire. Et je vais voir leurs apports, quels ont des apports et des limites. Et après, je verrai une série de ressources pour critiquer autrement les médias, ce qu'on a l'habitude. Trois sources intellectuelles souvent alimentent les dénonciations les plus courantes des médias dans les milieux radicaux, intermondialistes, libertaires, la théorie critique de ce qu'on a appelé l'école de Francfort, la critique situationniste de la société de spectacle et la mise en cause de la propagande médiatique par Noam Chomsky sont trois des sources intellectuelles les plus importantes pour critiquer les médias, encore aujourd'hui. Donc je vais essayer de passer en revue leurs points forts et les écueils de ces trois types de perspectives. Premier point, la critique des industries culturelles par Theodor Adorno et Max Horkheimer. Ce qu'on a appelé l'école de Francfort a ouvert des terrains assez passionnants à la théorie critique dans une filiation d'un marxisme hérétique, utilisant des ressources de la philosophie et des sciences sociales à partir des années 1920-1930 en Allemagne, puis aux États-Unis avec l'exil de ses principaux animateurs à cause du nazisme.
notamment la voie amorcée par Theodor Adorno et Max Horkheimer dans leur livre « La dialectique de la raison », qui est un livre publié aux États-Unis d'abord en 1944, où Adorno et Horkheimer, donc deux des maîtres de ce qu'on appelle la théorie critique de l'école de Francfort, proposent une auto-réflexion critique des Lumières, les Lumières du XVIIIe siècle, c'est-à-dire saisir au moyen des ressources de la raison critique les impensés et les usages oppresseurs de la rationalité instrumentale qui est associée à l'histoire de la raison, pour justement préserver l'horizon émancipateur de la raison. Donc, en fait, c'est l'autoréflexion critique de la raison sur elle-même, pour essayer de voir ses impensés, ses problèmes. Ça, c'est une des grandes forces de cette théorie critique de l'école de Francfort. Il y a un aspect plus localisé, mais qui a davantage marqué la critique philosophique et sociologique des médias. C'est un des chapitres de la dialectique de la raison qui a amorcé l'analyse de ce que Adorno et Horkheimer ont appelé les industries culturelles. De ce chapitre que datent beaucoup de critiques, disons, économiques des médias autour de la notion d'industrie culturelle. Pour Adorno et Horkheimer, bon, ils sont dans leur exil américain au début des années 40, ils analysent les magazines, le cinéma et la radio. Il n'y a pas encore la télévision qui est analysée. Et ils analysent à travers les magazines, le cinéma et la radio, l'industrialisation et la marchandisation de la culture, dans une logique de production capitaliste du profit. Ce qui conduit à deux choses pour eux, une standardisation des messages et une soumission plus grande aux stéréotypes sociaux dominants. Ça, c'est du côté des émetteurs et des produits qui sont diffusés par les médias, standardisation et, on pourrait dire, stéréotypisation des messages. Et puis, ça, c'est du côté des émetteurs, et du côté des récepteurs, on aurait un abêtissement généralisé lié à ces industries culturelles. Cette double standardisation et stéréotypisation des messages induirait donc mécaniquement une aliénation des consommateurs de messages. Il parle par exemple alors de l'imagination et de la spontanéité atrophiée des consommateurs de cette culture, qui interdirait toute activité mentale aux spectateurs. Les deux philosophes donc ont anticipé de manière assez pénétrante une évolution capitaliste dans la production disons, de la culture qui s'est depuis accentuée, qui était émergente dans les années 40. Leurs réflexions ont toutefois des limites par rapport à l'état actuel des sciences sociales. Tout d'abord, ils ne laissent aucun espace pour des décalages critiques au sein des industries culturelles. C'est-à-dire que toute industrie culturelle est marquée par cette standardisation, cette soumission aux stéréotypes, et donc avec des effets d'abêtissement. D'autre part, le poids déterminant de la logique économique du capitalisme donne peu de place à d'autres logiques sociales que celle proprement dite du capitalisme. Enfin, les comportements des récepteurs des produits culturels sont ignorés, puisque les récepteurs sont considérés a priori comme passifs, c'est-à-dire que le message se diffuse et ça rentre comme dans du beurre. Et donc ça rentre dans la tête des gens et donc ils sont aliénés. Donc, ils n'ont aucune autonomie. Donc, en particulier, du côté des publics populaires, on a ce qu'on appelle en sociologie aujourd'hui un certain mépris misérabiliste ou domino-centré dans le rapport au public populaire, donc supposé pour faire d'une adhésion quasi mécanique, voire animale, aux logiques culturelles dominantes, sans aucune résistance. Première source. On voit bien que déjà là-dedans, dans la thématique de la standardisation de la culture, des industries culturelles et de l'abêtissement généralisé face aux messages médiatiques, on a quand même une des sources importantes des messages qu'on entend encore aujourd'hui dans la dénonciation des médias. Deuxième source, la critique de la société du spectacle par Guy Debord. Guy Debord est une des figures principales donc, de ce mouvement artistique et politique original et radical qui a été le situationnisme, notamment dans son grand livre publié en 1967, donc juste avant mai 68, La société du spectacle. Dans ce livre, la force du livre est d'avoir anticipé magistralement la place du spectacle dans les formes contemporaines du capitalisme, à travers une conceptualisation originale qui s'inspire de Marx, qui s'inscrit encore dans un horizon marxien en tout cas.
La première proposition du livre apparaît de ce point de vue central, et toujours d'actuel. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Donc le spectacle a remplacé le vécu et l'action. Les médias ne constituent qu'une des sphères, pour Debord, de cette domination généralisée du spectacle, qui est en fait une domination dans tous les aspects de la vie quotidienne. Alors, le premier écueil de cette perspective situationniste, qui est éclairante par certains côtés, est de faire du spectacle l'axe principal, ou presque le seul, autour duquel se referme le système capitaliste dans les conditions contemporaines. Et donc, en se centrant simplement sur le spectacle, Debord passe à côté de la pluralité des logiques qui gouvernent les ordres dominants. Les ordres dominants, parce qu'il y en a plusieurs, il y a l'ordre capitaliste, mais à l'ordre capitaliste s'inscrit aussi un ordre sexiste et hétérosexiste, raciste, postcolonial, et pas simplement capitaliste. Et donc, il organise tout autour du capitalisme, et le capitalisme est tout organisé autour du spectacle. Et donc, il ne voit pas l'emboîtement de ces différentes logiques dominantes dans nos sociétés actuelles, ni leurs contradictions. Évidemment, parce que la logique capitaliste, la logique sexiste, hétérosexiste, l'ordre raciste, etc., ne vont pas nécessairement toutes dans le même sens et ne sont pas complètement intégrées. Et donc on a une vision d'un capitalisme omniprésent autour de la logique du spectacle, une sorte de système unique qui nous retiendrait tous prisonniers et qui tendrait à récupérer toute contestation. Toute contestation apparaît finalement toujours récupérée. Second écueil, l'hégémonie du spectacle, qui exprime l'hégémonie pour lui du fétichisme de la marchandise, il reprend l'expression à Marx, implique une passivité totale du côté des consommateurs. Je cite Debord, dans le cadre du spectacle, toute activité est niée. Et une aliénation généralisée. Debord parle, je cite, de l'aliénation du spectateur au profit de l'objet contemplé. Ajouté à la cohérence du capitalisme spectaculaire, cette toute-puissance de son emprise tend à rendre pratiquement impossible l'auto-émancipation, pourtant proclamée par ailleurs par Debord, sur la base de la figure historique qu'il reprend à l'époque, qui est les conseils ouvriers révolutionnaires. D'une part, il affirme l'auto-émancipation à l'égard des conseils ouvriers, mais en même temps, en pratique, puisque tout le monde est tout le temps aliéné, cette auto-émancipation apparaît impossible. Ce paradoxe de Debord a été bien mis en évidence par un grand philosophe contemporain, toujours vivant, Jacques Rancière, dans son ouvrage « Le spectateur émancipé », qui date de 2008. Rancière a bien prolongé cet éclairage de manière pénétrante dans un entretien qui a un peu suivi la publication du livre. Je cite un long passage très éclairant de cet entretien avec Rancière de 2008. On peut comprendre à partir de là comment le situationnisme est devenu ce qu'il est devenu de nos jours dans sa version banalisée comme critique du consommateur démocratique abruti par les médias. C'est ce qu'on a vu d'une certaine façon. Ce qu'il y a derrière ce stéréotype du consommateur démocratique abruti par les médias, c'est la manière dont toute la tradition critique marxiste révolutionnaire a absorbé un certain nombre de présupposés inégalitaires. C'est-à-dire que finalement les critiques, voulant critiquer l'inégalité, ont intégré d'une certaine façon une logique inégalitaire aussi, sans s'en apercevoir. Il y a les actifs et il y a les passifs, il y a ceux qui regardent, il y a ceux qui savent, ce qui en gros revient à dire il y a ceux qui sont capables et il y a ceux qui sont incapables. À partir de là, nous dit Rancière, il y a plusieurs stratégies possibles. Première stratégie, on pense qu'il faut qu'une avant-garde réunisse les gens capables pour mettre dans la tête des incapables les moyens de s'en sortir. Ça, c'est une vision assez classique de toutes les avant-gardes révolutionnaires, mais ça peut être une tentation, moi qui suis membre d'Attaque, aussi d'Attaque. C'est l'idée, le système met les mauvaises idées dans la tête des gens, et les gens intelligents comme nous, à Attaque, on va mettre les bonnes idées dans la tête des gens à la place des mauvaises. Ou bien, dit-il, c'est une évolution de certains situationnistes aujourd'hui plus mélancoliques et plus à l'écart de la politique, ou bien on prend la position du grand seigneur désenchanté qui constate qu'effectivement le moment de l'action est passé, et plus rien n'est possible, et que désormais ces contemporains sont voués à mariner indéfiniment dans le spectacle. Donc c'est plutôt un spectacle mélancolique où on voit tous ces abrutis baignés dans le spectacle
on ne peut rien y faire, mais nous, on est au moins conscients qu'ils sont des abrutis. Voilà. C'est une certaine évolution du situationnisme. Ainsi, chez Debord, une difficulté majeure vient fragiliser la perspective auto-émancipatrice affichée. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est les opprimés eux-mêmes qui peuvent s'émanciper, mais en même temps, il semble qu'ils ne le peuvent pas. Deuxième perspective qui nourrit beaucoup encore aujourd'hui, la perspective de la dénonciation ordinaire des médias. Troisième perspective, c'est la plus connue, sans doute, le modèle de propagande chez Chomsky. C'est un modèle moins affiné théoriquement que l'école de Francfort ou que le situationnisme de Debord. C'est les analyses donc du linguiste américain Noam Chomsky, mais qui a beaucoup plus d'impact et qui est beaucoup plus relayé dans les mouvements sociaux et chez les radicaux contemporains. Depuis la guerre du Vietnam, Chomsky est une des figures les plus honorables et les plus courageuses, disons, de l'intellectuel engagé au cœur de l'Empire américain, avec des convictions anarchistes. Il faut toutefois préciser que son travail sur les médias, qui est le plus connu, n'est pas un rapport avec son travail de linguiste. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, en fait, la linguistique de Chomsky, c'est une linguistique théorique qui ne fait pas de l'analyse de discours, et donc on croit que parce qu'il analyse les discours des médias, ça a un rapport avec son travail de linguiste, pas du tout. Ça n'a aucun rapport. La critique des médias est une critique en fait directement politique, pas linguistique. Le livre le plus important sur les médias est un livre écrit avec un économiste, Edward Herman, La fabrication du consentement, Manufacturing Consent, qui date de 1988. Après, il y a beaucoup de petits livres, etc., qui répètent ce livre, mais c'est l'élément principal. Donc les auteurs y dessinent un modèle de propagande qui est centré sur le cas américain, je cite, selon lesquels les médias américains jouaient le rôle de serviteurs et de propagandistes des puissants groupes qui les contrôlent. C'est ça le cœur du modèle de propagande. L'analyse de Chomsky et d'Herman rend bien compte du mouvement de concentration capitaliste dans le secteur des moyens de communication à l'échelle internationale. Cependant, là aussi, l'analyse rencontre des limites car elle tend à unifier la réalité autour d'un double schéma. Une pente économiste, c'est-à-dire les contraintes économiques imposant directement leurs lois aux pratiques journalistiques, et des tonalités conspirationnistes, supposant des manipulations menées dans l'ombre par les puissants. La prédominance d'une logique économique structurelle d'une part et le poids principal d'intentions masquées d'autre part, ce sont deux fils qui se croisent dans le livre, s'épaulent parfois l'un l'autre alors qu'ils sont théoriquement porteurs de contradictions. Ils ne sont pas nécessairement dans la même logique. C'est une contradiction entre un impersonnel, le système qui s'impose aux intentions des acteurs, et puis une autre logique qui est que des volontés personnelles masquées s'imposent la réalité, la façonnent. Ce sont deux formes différentes. Un système impersonnel qui impose sa règle, et puis des manipulations personnelles qui imposent leur règle à la réalité. Ce sont deux logiques qui s'entremêlent de manière pas très cohérente chez Chomsky et Herman, mais qui structurent en partie le livre. On voit au début du premier chapitre de l'ouvrage une expression qui caractérise ainsi le modèle de propagande avec une hésitation entre ces deux modèles d'analyse. Il définit ainsi le modèle de propagande en disant que c'est le cadre général de la manipulation et les biais systématiques qui en résultent. Les biais systématiques s'inscrivent plutôt dans une logique structurelle qui agit indépendamment de la conscience des individus et qui s'impose à eux, comme la structure du capitalisme par exemple, alors que le mot manipulation penche du côté de la primauté des volontés conspirationnistes. Dans l'introduction de 88 au livre, Chomsky et Herman récusent pourtant tout lien avec les théories du complot. Pourtant, on peut y déceler ce que j'appelle un conspirationnisme soft, qui constituerait une des deux trames narratives principales avec l'économisme de leur ouvrage. Moi, je parle de trame narrative. Une trame narrative, c'est une façon de raconter des histoires, en fait. C'est une façon stéréotypée de lier des personnages, des événements et des faits dans un récit. Alors, je donnerai quelques exemples de cette trame narrative conspirationniste qu'on trouve à différents moments du livre, quelques phrases. Je cite, « Les puissants sont en position d'imposer la trame des discours, de décider ce que le bon peuple a le droit d'entendre ou de penser et de gérer l'opinion à coup de campagne de propagande. » Deuxième phrase que j'ai retenue, « Les médias à l'unisson et conformément aux priorités des élites faisaient en sorte qu'on ne puisse situer l'intervention américaine dans son contexte réel, s'intéresse beaucoup à la question de la politique étrangère des États-Unis. »
supprimant systématiquement tout ce qui rendrait compte de l'extrême violence et de l'agression américaine, et donnant des sandinistes la plus mauvaise image possible. On parle du Nicaragua. La propagandiste ne peut révéler les intentions réelles de l'autorité pour laquelle il agit. La propagande doit au contraire couvrir ses projets comme un voile masquant l'intention véritable. On a en cœur d'une vision conspirationniste. Non seulement le choix de couvrir ou d'occulter tel ou tel événement est corrélé avec l'utilité qu'en tire le système, mais les différences formelles dans le traitement des faits servent les objectifs politiques. Ou encore, là on est au sommet de la forme conspirationniste, cette ligne politique se fondait sur des mensonges énormes, mais jouant leur rôle dans le système propagandiste. Le New York Times et la majorité des médias occidentaux ont pérennisé par tous les moyens la version des élections en Amérique centrale présentée par Big Brother. Donc il reprend l'image de Big Brother, donc on est au cœur de rapprochement conspirationniste. L'approche critique des médias chez Chomsky et Herman tend donc à cumuler deux travers. L'aplatissement économiste de la réalité par rapport à d'autres logiques qui participent à la réalité qui ne sont pas qu'économiques, et sa réduction complotiste, de manière d'ailleurs non articulée. Il ne s'agit pas pour moi de nier ni le poids de contraintes économiques propres au capitalisme sur les médias, ni l'existence de manipulations cachées, mais c'est d'en faire à certains moments le fil principal de l'explication qui pose problème. Alors, quant aux effets des médias sur la population, Chomsky et Herman n'ont pas enquêté là-dessus, parce qu'ils se focalisent sur deux aspects dans leur travail. Des données sur les conditions économiques de production des informations, propriété des moyens d'information ou place de la publicité, des annonceurs, et surtout des analyses du traitement d'événements souvent internationaux dans la presse écrite américaine. Et donc ça concerne là le contenu des messages qui sont diffusés. Mais il n'y a pas d'études sur comment ces messages sont reçus. Cependant, il laisse souvent, et là il y a une ambiguïté, à plusieurs reprises, entendre que cette propagande aurait bien des effets importants sur la réalité, sur les consciences des personnes. Et oui, à quoi ça sert d'analyser une correspondance finalement si on pense que ça n'a aucun effet. Bon. Et chez les lecteurs radicaux de Chomsky, c'est encore plus souvent entendu dans ce sens. C'est-à-dire que ce qui intéresse, c'est l'idée que la propagande est supposée avoir atterri dans la tête des gens et que les gens fonctionnent en fonction de la propagande. Dans le sens donc d'une aliénation généralisée des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs. Alors, voilà trois ressources intellectuelles qui, en fait, fournissent une grande partie de la matière intellectuelle ou des schémas sous une forme souvent un peu plus compliquée que celle qu'on entend, mais de la dénonciation ordinaire des médias aujourd'hui, ce que j'appelle la pensée monde-diplôme. Alors, d'autres critiques radicales des médias vont à rebours de ces simplifications et vont essayer de saisir davantage les racines compliquées des problèmes, tant du côté de la production des messages médiatiques que de la réception. Et donc c'est mon deuxième temps qui sera sur des pistes radicales et pragmatiques différentes de ce que l'on a vu jusqu'à présent. Donc si on considère que les racines des dominations sociales sont emmêlées, qu'il y en a plusieurs, la radicalité de la critique appelle une attention à la pluralité des tendances qui sont à l'œuvre dans la réalité, plutôt qu'à une vision uniforme de la réalité. Une telle lecture de la réalité est en phase avec ce qu'on appelle dans la tradition anarchiste le pluralisme libertaire, qui rompt avec les visions trop homogènes et unilatérales de la réalité, que ce soit l'économisme, l'élimination généralisée des spectateurs, la toute-puissance du spectacle ou le conspirationnisme. Le souci des contradictions des formes dominantes dans les univers médiatiques comme dans la consommation de leurs produits ouvre par ailleurs une sorte de pragmatique de l'auto-émancipation individuelle et collective qui justement rend davantage possible l'auto-émancipation et n'enferme pas les opprimés dans des cages de fer qui ne pourraient jamais ouvrir sauf s'il y a des gens, en dehors de l'intervention de gens intelligents comme nous qui, disons, sortiraient les mauvaises idées de leur tête pour mettre les bonnes. Alors, je vais suivre 4 étapes par rapport à cette vision qui est moins connue dans la critique radicale des médias et qui est, disons, la moins populaire aujourd'hui. La moins connue, si elle est moins populaire, c'est qu'elle est peu connue, en fait. En tout cas, dans les milieux militants. Elle est davantage connue dans les milieux, disons, universitaires.
Le premier angle, c'est l'apport de Bourdieu avec l'analyse de l'autonomie du champ journalistique. Donc on a une des grandes figures, disons, de la sociologie critique, qui est Pierre Bourdieu. Pour Bourdieu, la société est constituée de ce qu'il appelle différents champs sociaux autonomes. Donc dans une société, il y a différents espaces autonomes. Le champ économique, mais aussi le champ politique, le champ journalistique, le champ intellectuel, le champ religieux. Il y a différents espaces dans l'espace de la société. Un champ, donc, pour Bourdieu, c'est une sphère de la vie sociale qui s'est progressivement autonomisée à travers l'histoire. Par exemple, à certaines périodes de l'histoire, le champ politique et le champ religieux, c'est le même. Et à un moment donné, le religieux et le politique se sont autonomisés. Ces espaces vont, disons, s'autonomiser autour d'enjeux, de ressources, de rythmes temporels, de rapports de domination qui sont propres et qui sont, pour une part, différents des autres champs. On n'a pas donc chez Bourdieu une représentation unidimensionnelle de la société, comme tendanciellement chez une série de marxistes, c'est un peu différent chez Marx, autour de l'idée où il y aurait une infrastructure économique qui déterminerait, disons, de manière causale, ce qu'on appelle la superstructure, c'est-à-dire les idées, la politique et le droit. Chez Bourdieu, on a une représentation pluridimensionnelle d'une société, où il y a une diversité de modes de domination. C'est pour ça qu'on peut parler de Bourdieu d'une sociologie post-marxiste. Et donc chez Bourdieu, il y a une pluralité de racines emmêlées dans l'oppression, puisqu'il y a plusieurs oppressions, qui sont en partie autonomes, avec des interactions. Le champ journalistique se présente comme un des champs autonomes dans la société. Un champ autonome qui voit courir les journalistes autour d'enjeux particuliers. Par exemple, Bourdieu insiste beaucoup sur la notion de scoop. Il y a bien des effets du champ économique sur le champ journalistique, mais ils ne sont pas directs. Les effets du champ économique sur le champ journalistique passent par la logique autonome du champ journalistique. C'est ce qu'il écrit dans son petit livre célèbre sur la télévision de 1996. La concurrence pour la clientèle, donc c'est l'effet du champ économique sur les médias, la concurrence pour la clientèle tend à prendre la forme d'une concurrence pour la priorité, c'est-à-dire pour les nouvelles les plus nouvelles, le scoop. La contrainte du marché ne s'exerce que par l'intermédiaire de l'effet de champ. La contrainte du marché ne s'exerce que par l'intermédiaire de l'effet de champ. Il y a bien un effet de la logique marchande sur le champ journalistique, mais qui passe par la médiation de l'autonomie du champ journalistique et de ses règles propres. Par exemple, la compétition pour le scoop peut conduire à enquêter sur un scandale financier malgré le poids économique des propriétaires des médias qui enquêtent. C'est ce qui est arrivé en France avec des journaux néolibéraux comme Le Point et l'Express, dans la concurrence avec le site Mediapart au moment de ce qu'on a appelé l'affaire Bettencourt. Ces journaux ont été amenés à sortir des affaires aussi financières dans cette concurrence, bien que ce soit des journaux conservateurs et néolibéraux. Entre aussi en ligne de compte chez Bourdieu les dispositions des journalistes, que Bourdieu appelle les habitus. Les habitus, c'est quoi chez Bourdieu? C'est les façons de penser et d'agir des personnes qui ont été intériorisées, incorporées autour de leur socialisation, dans la jeunesse, dans la famille, à l'école, etc. C'est des formes, disons, intériorisées qui sont souvent non conscientes chez les individus. Par exemple, sur cet effet des dispositions sociales qui sont intériorisées, on peut parler du traitement différentiel de deux événements, les émeutes des banlieues en décembre 2005 et les mobilisations étudiantes et salariées contre le contrat première embauche au printemps 2006. Il y a un traitement négatif, médiatique très négatif des émeutes des banlieues en décembre 2006. Par contre, il y a, même dans la presse conservatrice, un traitement plutôt positif des mobilisations étudiantes contre le contrat première embauche en printemps 2006. Ça n'a rien à voir avec la pensée unique néolibérale, puisque souvent les journaux peuvent manifester des stéréotypes néolibéraux aussi. Mais l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que dans le premier cas, les émeutes des banlieues, il y a un écart d'habitus ou de disposition. Les milieux sociaux qui sont concernés sont très éloignés. Et il y a une hostilité, une crainte même, d'autant plus que dans les premières interventions des journalistes pendant les émeutes, ils ont été eux-mêmes attaqués. Et donc, ils ont dû, ça a été une grande période d'embauche
de jeunes journalistes issus de l'immigration qu'on envoyait dans les banlieues pour ne pas se faire massacrer. Par exemple, j'ai un ami qui est aujourd'hui rédacteur en chef du Monde, qui a évidemment un look maghrébin, mais qui est libanais chrétien. Mais il s'est fait embaucher par le Monde à cette occasion et envoyé dans les banlieues. Il a bénéficié de cette occasion et aujourd'hui il est rédacteur en chef du Monde. Mais il apparaissait comme membre des banlieues, donc c'est simplement une apparence. Lui-même était chrétien libanais. Donc il y avait une distance sociale beaucoup plus grande avec les émeutes des banlieues, alors qu'il y avait une distance, une proximité sociale beaucoup plus grande avec les mobilisations étudiantes, d'autant plus que souvent c'était les enfants des journalistes qui manifestaient dans la rue, même quand ils étaient conservateurs. Donc on voit là aussi un effet de la proximité ou pas des dispositions sociales et du milieu social par rapport à où on est, pour les journalistes, que Bourdieu appelle les habitudes. Donc il y a la question du champ et il y a la question des habitudes chez Bourdieu. Il faut ici relever une confusion courante dans le sens qui est donné au mot connivence, qui est beaucoup utilisé dans les critiques des médias. Les connivences entre les différents médias, entre les politiques et les médias, etc. Parce qu'il y a deux usages très différents du mot connivence. C'est un mot qu'on retrouve chez Bourdieu dans son livre sur la télévision, et c'est un mot qu'on retrouve aussi dans la critique des médias, notamment dans le livre du journaliste du Monde diplomatique, Serge Lémy, qui est devenu son patron depuis son livre Les Nouveaux Chiens de garde, qui date de 1997. Dans Les Nouveaux Chiens de garde de Halimi, le mot connivence a une tonalité conspirationniste. En fait, il signifie copinage. Dans la sociologie de Bourdieu, il a un sens très différent. C'est un sens structurel. Les connivences, c'est les évidences inconsciemment partagées par le milieu, des gens qui sont dans un même milieu, et qui croient d'ailleurs être en désaccord ou s'opposer. Parfois ils s'opposent parce qu'ils peuvent être de droite, de gauche, etc. Mais en fait, ils partagent des dispositions sociales, on dirait une position de classe assez proche, et ils n'en sont pas conscients. Et donc c'est très différent copinage de connivence au sens de Bourdieu. Parce que même d'une certaine façon, ça va dans un sens différent. Voilà pour un premier aspect qui affine l'analyse à partir de la sociologie, disons, du champ journalistique chez Bourdieu. Le deuxième aspect, peut-être apparaîtra plus compliqué, il est plus nouveau dans ma construction des médias, donc c'est plus expérimental pour moi, c'est la tension entre un autre aspect de la sociologie de Bourdieu et un des pionnier de la sociologie française qui est souvent méconnu aujourd'hui, qui s'appelle Gabriel Tarde. Et donc c'est autour de la critique de l'opinion publique. Alors je vais essayer de mettre en tension la sociologie critique de Bourdieu sur l'opinion publique, qui est un autre aspect de son travail, et ce pionnier de la sociologie française qui est, disons, quelqu'un de la fin du XIXe siècle, Gabriel Tarde. Il est de la même période que celui qui a dominé la sociologie, le début de la sociologie française, qui est Émile Durkheim, mais comme Durkheim a réussi à dominer l'espace, le nom même de Tarde a disparu quasiment. Hein, sauf, disons, en Allemagne, aux États-Unis, etc., où il est beaucoup plus connu, mais en France, bien que ce soit un sociologue français, il avait quasiment disparu et on réédite ses livres aujourd'hui depuis, disons, une quinzaine d'années. Donc, quand j'ai appris la sociologie, disons, dans les années 80, ça n'existait pas. En fait, on ne parlait pas de Tarde, il n'existait pas. Et il était pourtant professeur au Collège de France, à l'époque, à son époque. Donc, je vais m'arrêter sur un aspect plus ambivalent de la sociologie critique de Bourdieu que la critique du champ journalistique, c'est sa critique de l'opinion publique, qui est assez connue aussi, notamment à cause d'un texte célèbre qui s'appelle « L'opinion publique n'existe pas ». Alors je dis, c'est plus ambivalent puisque Bourdieu emprunte sur cette question des schémas élitistes qui puisent dans Platon, donc dans la philosophie grecque antique. Alors ça va nous faire revenir à Platon. Dans la République de Platon, des grands textes, disons, de début de la philosophie, l'opinion, ce qu'on appelle la doxa, en grec, constitue une zone intermédiaire dans une hiérarchie entre la science qui est au-dessus et puis l'ignorance qui est en dessous. Et en fait, l'opinion pour Platon, c'est une zone intermédiaire entre l'ignorance et la science.
la science, c'est ce qui se rattache, dit Platon, à l'immuable, à l'immortel, à la vérité, et puis il y a l'ignorance. Et l'opinion entre les deux, c'est pas une totale ignorance, c'est une façon de voir qui juge sur les apparences. En fait, évidemment, c'est une vue assez négative, hein, puisqu'elle prétend juger quand même, elle n'est pas complètement ignorante, mais elle se focalise sur les apparences. Et donc, l'opinion, c'est quelque chose qui est plus obscur que la science, nous dit Platon, mais plus clair que l'ignorance. Et donc, il y a une hiérarchie entre la science et l'opinion. La science est au-dessus, l'opinion en bas. Cette hiérarchie entre la science et l'opinion est redoublée par une hiérarchie qu'on retrouvera après dans la théologie chrétienne, entre l'intelligible et le sensible. C'est-à-dire l'intelligible, ce qui passe par la raison, est au-dessus, et le sensible, ce qui passe par le corps, est en dessous. Bon. C'est les émotions, etc. Ça, c'est en dessous. Cette double hiérarchie, science-opinion et intelligible-sensible, est intriquée elle-même dans une hiérarchie sociopolitique, qui est opposée à la cité démocratique. Il faut savoir que Platon est contre la démocratie, hein, qui a existé à son époque. Et donc, la domination de l'opinion et des sens, du corps, du sensible, c'est le cas des hommes pratiques, ceux qui sont en dessous dans la cité. C'est la caste, disons, dans la cité qui est la moins valorisée. Et ces hommes pratiques sont opposés aux philosophes qui sont, eux, situés au-dessus et qui sont du côté de l'intelligence et de la connaissance. Et pour Platon, l'idéal, ça serait que les philosophes gouvernent la cité, c'est le thème du philosophe roi, parce qu'ils sont les plus intelligents. Donc les premiers, les hommes pratiques, qui sont du côté de l'opinion, c'est ce que Platon appelle les philodoxes, c'est-à-dire des faux philosophes, hein, des philosophes qui sont dans la doxa, donc dans les apparences, philosophes. Et puis, seuls les philosophes auraient vocation à gouverner la cité idéale à travers la figure du philosophe roi. Alors justement, en 1972, Bourdieu publie un article qui s'appelle « Les doxosophes ». Il ressemble aux philosophes de Platon, où il fait explicitement référence à Platon, même une citation de Platon est mise en exergue du texte. La notion de doxosophe est donc dérivée de Platon, bien que plus restreinte que celle de philodoxe. Philodoxe, c'est tous ceux qui aiment l'opinion. Et alors que le doxosophe, pour Bourdieu, voilà comment il le définit. Le doxosophe, comme aurait dit Platon, spécialiste de la doxa, opinion et apparence, savant apparent et savant de l'apparence, bien fait pour donner les apparences de la science sur un terrain où les apparences sont toujours pour l'apparence. C'est du Bourdieu. Mais c'est l'idée que, en fait, les doxosophes, c'est des prétendus savants qui jugent sur les apparences. Et ça vise, à son époque, les spécialistes de la science politique, donc, notamment les gens comme moi, les professeurs de sciences politiques, et les utilisateurs des sondages et les praticiens des enquêtes d'opinion. Dans un texte plus connu que les doxosophes, qui date de 1973, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, l'opinion publique n'existe pas, l'opinion semble renvoyer à quelque chose de plus construit, bien que toujours fondé sur les apparences, et auquel, disons, tout le monde n'aurait pas accès. Voilà ce qu'écrit Bourdieu. Toute enquête d'opinion suppose que tout le monde peut avoir une opinion, ou autrement dit que la production d'une opinion est à la portée de tous. Et Bourdieu ajoute, quitte à heurter un sentiment naïvement démocratique, je contesterai ce premier postulat. C'est là que Bourdieu va commencer à rentrer, évidemment, dans des schémas qui sont élitistes comme ceux de Platon. Alors, Bourdieu s'est déplacé par rapport à ces questions. Dans un texte de 1997 intitulé Sociologie et démocratie, il reformule les choses puisqu'il a été beaucoup critiqué sur cet aspect en précisant au contraire ses appuis démocratiques. Et il ne critique pas la possibilité que tout le monde puisse avoir des opinions, mais il va mettre l'accent sur ce qu'il appelle l'illusion sur la démocratie, ce qui consiste à oublier qu'il y a des conditions d'accès à l'opinion publique constituées et exprimées. C'est-à-dire qu'il faut des conditions sociales pour construire une opinion, et donc, disait-il, il faut démocratiser les conditions économiques et culturelles de l'accès à l'opinion publique. Donc, dans une logique de démocratisation. On n'est plus complètement dans l'idée qu'on a une caste de personnes qui n'ont jamais accès à la science et des gens qui sont que dans l'opinion.
L'enjeu aujourd'hui, il me semble, c'est de récupérer les aspects critiques de la sociologie de Bourdieu sur l'opinion publique dans une pensée démocratique, tout en essayant de se débarrasser des aspects élitistes qui sont inspirés de Platon. Alors ici, pour faire ça, il y a cet auteur qui peut être intéressant, qui a été oublié, qui est Gabriel Tarde. Gabriel Tarde publiait en 1901 un livre qui s'appelle L'opinion et la foule. Et Tarde explore de manière originale la question de l'opinion au tout début de l'essor du journalisme. Pour lui, l'opinion constitue une des trois branches de ce qu'il appelle l'esprit public. Alors, il y a l'opinion, mais il y a aussi la tradition. C'est quoi la tradition? C'est l'extrait condensé et accumulé de ce que fut l'opinion des morts, c'est-à-dire la reproduction de ce qui a été produit dans le passé et qui est répété. Et puis la raison avec un grand R. Alors attention, c'est pas pour tout forcément ce qu'on appelle nous la raison. Voilà comment il définit la raison avec un grand R. Les jugements personnels relativement rationnels, encore que souvent déraisonnables, d'une élite qui s'isole et sort du courant populaire pour l'endiguer ou la diriger. Donc la raison avec un grand R, c'est pas toute la raison, mais c'est la raison élitiste des dominants pour ça. L'opinion, c'est quoi par rapport à ça? C'est chose légère et passagère comme le vent. C'est quelque chose de mobile. C'est-à-dire, je cite encore Tarde, un groupe momentané et plus ou moins logique de jugements qui, répondant à des problèmes actuellement posés, se retrouvent reproduits en de nombreux exemplaires dans des personnes du même pays, du même temps, de la même société. C'est quelque chose qui bouge, qui n'est pas forcément structurel, qui se reproduit et qui peut varier. Par exemple, à un moment donné, la presse sort la photo d'un enfant mort sur les plages de Lampedusa, et les migrants, ça suscite l'idée de la compassion, de la solidarité, etc. Et puis, il y a l'affaire des viols ou supposés viols en Allemagne par des migrants, et migrants, ça veut dire violeurs. Les mêmes personnes peuvent circuler un mois après d'une opinion à une autre. C'est très mobile. Ça n'a pas la systématicité, etc. C'est des formes assez mobiles qui passent notamment Tarde par la conversation ordinaire. Donc, dans l'opinion, c'est pas complètement contraire à la raison, au sens de la raison avec un petit r minuscule. Même si c'est pas la raison élitiste, la raison, disons, des élites. Un des canaux principaux de l'opinion pour Tarde, c'est la conversation. Les conversations ordinaires, entendues ici pour Tarde comme tout dialogue sans utilité directe et immédiate où l'on parle surtout pour parler par plaisir, par jeu, par politesse. Donc les conversations ordinaires que vous avez dans la rue, chez le boulanger, entre amis, etc. Quelqu'un qui a bien travaillé là-dessus, c'est un chercheur en communication qui est américain et israélien, qui est Elihu Katz, qui a beaucoup travaillé sur Tarde, et qui a beaucoup insisté sur l'importance de cette notion de conversation pour éclairer sociologiquement la question de l'opinion. Katz écrit par exemple: la conversation est une clé pour comprendre la différence entre l'actif et le passif. La presse n'exerce pas d'influence directe et autoritaire, elle anime plutôt le programme des conversations. La presse n'exerce pas d'influence directe et autoritaire, elle anime plutôt le programme des conversations. C'est-à-dire que la presse ne rentre pas dans la tête des gens, et c'est pas ça qu'il y a dans la tête des gens, mais par contre ce qui diffuse dans les médias, c'est en partie ce qui va être discuté dans les conversations ordinaires, avec des formes plus ou moins critiques, avec des formes de résistance, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, etc. Mais ça anime le programme des conversations, donc d'une certaine façon ça encadre les conversations ordinaires. Tarde fournirait donc une mobilité insérée dans le cours des relations sociales ordinaires à une sociologie de l'opinion, sans que l'opinion ne soit dévalorisée comme quelque chose qui est en dessous de la science. En ce sens, cela apparaît compatible avec les appuis d'une philosophie politique démocratique, qui fait de l'opinion un de ses matériaux. Ici, je rejoins encore la philosophie politique radicalement démocratique de Jacques Rancière, mais dans un autre livre qui s'appelle La Mésentente, qui date de 1995, où Rancière caractérise ainsi un des présupposés de base de la démocratie, un des rocs de la démocratie. La supposition de l'égalité de n'importe quel être parlant avec n'importe quel être parlant. La supposition de l'égalité de n'importe quel être parlant avec n'importe quel autre
être parlant. C'est ça pour lui un des rocs, disons, de la démocratie, au sens, pas des régimes qui existent et qui se réclament de la démocratie, mais, disons, des idéaux démocratiques. Donc la tension Bourdieu-Tarde nous permet de déplacer le regard vers une approche plus nuancée de la critique de l'opinion publique, s'insérant dans un cadre d'une pensée radicalement démocratique, et donc qui pourrait nourrir une critique renouvelée des médias. Il apparaît important de préserver, dans ce cadre, une bonne partie des fils critiques de la sociologie de Bourdieu, dans la critique de l'opinion publique. Critique méthodologique des enquêtes d'opinion, et dans son sillage, critique des usages dominants des sondages, au sens où ces sondages, disons, jouent un rôle de légitimation des ordres dominants. Par contre, on abandonnerait la dénonciation de l'opinion comme registre des apparences et comme sous-science. Et donc ces résonances proprement politiques du côté du philosophe roi, platonicien, ou du côté du sociologue roi, qui serait l'équivalent sociologique du philosophe roi. Ce faisant, on réassurerait, au sens de l'alpinisme, la théorie critique des médias du côté d'appui démocratique, qui sont revendiqués, je l'ai dit, par Bourdieu dans des textes plus tardifs comme le texte de 96 que j'ai cité tout à l'heure. Et c'est alors du côté de Gabriel Tarde qu'une sociologie du niveau mobile des opinions ordinaires se tournerait, tout en gardant une attention critique vis-à-vis des effets de légitimité des usages dominants de l'opinion, et aussi de prendre en compte, disons, le poids des médias dans l'animation du programme des conversations ordinaires. C'est une critique qu'on peut tirer de ça. Voilà le troisième apport. Là, c'est pas un seul auteur, c'est une façon de mettre en tension deux auteurs qui disent des choses un peu différentes pour avoir une vision plus nuancée de la critique des médias. Bourdieu et Tarde. Enfin, le dernier auteur va concerner les études de réception. Et il s'appelle Stuart Hall, c'est un Britannique. On l'a vu jusqu'à présent, Adorno, Horkheimer, Debord, Chomsky, et même le plus souvent chez Bourdieu, on s'est focalisé le plus souvent dans la critique des médias sur ceux qui émettent les messages. Mais en fait, on ne s'est pas intéressé à ceux qui les reçoivent. Et donc on est passé à côté du fait que la communication, c'est une relation sociale entre un émetteur et un récepteur, en se focalisant sur l'émetteur. Ce qui fait que pendant longtemps, même les sciences sociales, mais l'analyse des médias ne s'est pas intéressée au récepteur. Ou du moins, quand il y intéressait, elle faisait comme si il suffisait d'analyser l'émetteur pour comprendre ce qu'il y avait dans la tête des récepteurs, puisque ça rentrait comme dans du beurre. Parce que les gens avaient ça dans la tête immédiatement. Et donc on tirait automatiquement de l'émission de messages stéréotypés l'idée que ces messages étaient partagés par les gens qui les recevaient. Et comblant cette lacune, ce qu'on va appeler des études de réception, notamment des études de réception de la télévision, vont se développer à l'échelle internationale au cours des années 1980. Les éléments théoriques commencent à partir des années 70, mais ça se développe vraiment à partir du début des années 80, sous l'impulsion de ce qu'on a appelé les cultural studies, les études culturelles qui au départ sont britanniques et après vont devenir, on pense souvent que c'est américain, mais au départ c'est britannique, et vont devenir internationales parce que ça va être repris aux États-Unis. Et on va faire des études de réception, c'est-à-dire qu'on va interroger, on va faire des enquêtes, des ethnologues vont aller chez les gens et vont voir comment ils regardent la télé. Bon, les informations, les divertissements, les séries télévisées, on va faire des entretiens avec les personnes, etc. Moi j'ai fait une enquête sur une série télévisée de la fin des années 90 qui s'appelait Ali McBeal, et notre programme d'enquête était basé sur le fait qu'avec mes étudiants, d'abord on avait constitué des groupes de personnes de 5, de milieux sociaux, d'âge, de sexes différents. On diffusait un épisode de la série, on les enregistrait discutant après cet épisode de la série après, et un autre jour, à chaque personne individuellement, on faisait un entretien biographique. Et puis dans un deuxième temps, l'enquête, j'ai passé dans un magazine féminin plutôt populaire, Femme Actuelle, un appel, et j'ai été interrogé un peu dans toute la France des fans de la série. Ils m'avaient répondu à la suite de cet appel dans Femme Actuelle.
Donc voilà à peu près qu'est-ce qu'on peut appeler des études de réception. Donc, à partir du début des années 1980, sous l'impulsion de ces Cultural Studies britanniques, on a développé des études de réception. Or, ces études de réception ne vont pas dans le sens des analyses critiques qu'on avait auparavant, tirées de Adorno, Horkheimer, de Chomsky, etc., ou de Debord. En fait, les téléspectateurs, quand il s'agit de la télévision par exemple, révélés par ces études de réception, en fait, tendent à filtrer les messages qu'ils reçoivent. Ils les filtrent en fonction de leur groupe social d'appartenance, de leur genre, de leur génération et de différentes dimensions, disons, de leur parcours biographique. Et ils manifestent des capacités critiques variables, plus ou moins importantes, mais rarement complètement nulles, comme c'est le modèle habituellement, disons, des théories critiques. La propagande n'aurait ainsi pas les effets nécessaires et univoques souvent postulés par la critique manichéenne des médias. Parce qu'en fonction des groupes, ce n'est pas forcément le même message qui est reçu. Je prends une étude internationale qui avait d'ailleurs été coordonnée par Katz dans les années 90 sur la série Dallas américaine, où on avait une étude en Israël, aux États-Unis et au Japon. Et en Israël, on avait plusieurs publics, des publics palestiniens, des publics anciennement installés en Israël, un public dans les kibbutz, etc. Bon, un public assez variable. Et en fait, c'est comme si les personnes ne voyaient pas la même série en la réception. Alors, et notamment, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, le public palestinien voit la série comme une série critique, qui montre les turpitudes du capitalisme américain. Et donc, ils ne le prennent pas du tout comme quelque chose qui vient donner des stéréotypes américains. Donc, au contraire, ils le prennent comme quelque chose qui montre que le capitalisme américain est horrible. Bon. Donc, on voit bien que la même série peut être reçue. Les Japonais ont un problème, puisqu'ils ne comprennent pas ce qui s'y passe à l'époque. Et d'ailleurs, la série est obligée d'être arrêtée au bout de la première saison au Japon, avec une incompréhension des spectateurs qui délaissent la série. Bon. Donc, des formes d'incompréhension culturelle. Donc, la modalité privilégiée dans cette enquête est plutôt le type de culture qui va lire ou pas la série. Bon, c'est un exemple, mais tout ça pour nous dire que par rapport à ce qu'on a vu des théories critiques au départ, type Adorno, Horkheimer, etc., Chomsky, la propagande n'aurait pas ainsi les effets nécessaires et univoques qui sont souvent postulés par la critique des médias. Puisque même parfois un message dominant peut être reçu comme un message critique par des gens. Ou un message dominant peut être critiqué par ceux qui le reçoivent, ce qui est une forme différente. Un des auteurs les plus intéressants sur ce plan, théoriquement, c'est un marxiste, un peu hétérodoxe, britannique, qui s'appelle Stuart Hall, qui est un des fondateurs des Cultural Studies, et aussi un des fondateurs des Post-Colonial Studies, puisqu'il était d'origine jamaïcaine et noire. Et à l'époque membre du Parti communiste britannique. En particulier dans un texte intitulé « Codage-décodage », dont la première mouture date de 1973. Il émet au moins à travers ce texte deux choses intéressantes à propos de la télévision. Premier angle de Stuart Hall, dans le cadre de la logique capitaliste, les stéréotypes capitalistes se reproduisent de manière globale. Ça ne veut pas dire que c'est complètement uniforme. Parce qu'il va expliquer que dominant, ça ne veut pas dire exclusif. Dominant, ça veut dire qu'il y a des choses dominées, il y a des contradictions, et donc il n'y a pas simplement une homogénéité. Donc souvent quand on pense dominant, on pense homogène, et on pense que ça occupe tout l'espace. Bon. Alors que dominant, c'est simplement que c'est majoritaire d'une certaine façon, mais ça n'enferme pas la totalité des choses. Donc, déjà dans la production des messages, du côté de ceux qui produisent les informations, les séries télévisées, les divertissements, il y a des espaces critiques. À cause de quoi? À cause d'une relative autonomie professionnelle des différents métiers qui produisent ces messages. Il s'intéresse à ce qu'il appelle le code professionnel. Bon. Avec des métiers très techniques, qui sont liés à des habiletés techniques, à des déontologies professionnelles. Par exemple, sur la télévision, il y a des centaines de métiers d'une certaine façon qui interviennent, ou dans le cinéma qui interviennent dans la production des messages. Et donc ce code professionnel est relativement autonome par rapport aux stéréotypes dominants, avec, en fonction des cas, des médias, etc., des écarts plus ou moins grands par rapport aux stéréotypes dominants. Pour les cinémas, ça concerne, on se
centre souvent c'est les réalisateurs, mais parce que c'est eux qui orchestrent un peu au niveau du cinéma, mais il y a les scénaristes, et il y a toute une série de métiers techniques pour les films. Pour les séries télévisées, il y a tous ces métiers techniques aussi, mais dans les séries télévisées, le créateur de la série n'est pas le réalisateur qui change souvent d'épisode à épisode, c'est ce qu'on appelle le créateur, le showrunner en anglais. Bon, c'est celui qui orchestre la série. C'est à cause de ces décalages qu'on peut, parce que ce qui m'a intéressé, j'ai travaillé sur le roman noir et aujourd'hui je travaille sur les séries noires américaines. Bon. On peut observer une portée critique de certaines séries noires américaines aujourd'hui, c'est-à-dire des séries qui s'inscrivent dans la logique critique du roman noir de tradition américaine. Et on a aujourd'hui des séries noires américaines qui sont extrêmement critiques par rapport à la logique du capitalisme, de l'idéologie dominante, etc. Je pense depuis le début des années 2000, The Wire, Southland, Law Winterson, The Killing, The Bridge, True Detective ou American Crime, la dernière qui est vraiment la plus intéressante, une des plus intéressantes avec The Wire, puisque elle est en fait basée sur l'intersection des dominations, c'est-à-dire entre domination de classe, domination de genre, domination de race. Et c'est des séries produites par le capitalisme américain. On pourrait citer aussi les éclairages critiques intéressants sur les rapports de pouvoir proposés par la série Game of Thrones. Ou dans les domaines des séries de science-fiction, des séries qui sont en cours, les interrogations amorcées sur l'actualité du fascisme dans deux séries de science-fiction qui sont en cours, The Mine in the High Castle, qui est tiré d'un roman de Philip Dick, et The Handmaid's Tale, qui est tiré d'un roman de Margaret Atwood, et qui sert beaucoup de référence aux anti-Trump aujourd'hui. C'est une dystopie. Le premier, c'est une dystopie où, en fait, l'Allemagne a gagné la guerre, Hitler est toujours vivant, et l'Amérique est divisée entre une moitié sous contrôle japonais et une moitié sous contrôle nazi. Et The Handmaid's Tale, ça se passe un peu dans l'ère contemporain, mais un groupe d'illuminés chrétiens, de sectes chrétiennes, prennent le pouvoir aux États-Unis et imposent une domination totale des femmes, et notamment pour des fonctions de reproduction des élites. Donc voilà, tout ça c'est des séries produites par le capitalisme américain avec une grande diffusion. C'est pas celle qu'on voit le plus souvent sur les chaînes de télé françaises des séries américaines. C'est un problème, mais disons, c'est des séries en cours, disons, depuis les années 2000, assez intéressantes. Ça c'est le premier angle de Hall, c'est-à-dire il y a des écarts dans la production des messages télévisés en fonction des lieux, etc., de l'autonomie professionnelle des différents producteurs, et donc il y a des éléments critiques qui interviennent dans ces productions dites dominantes. Le second angle de Hall, c'est du côté de la réception, c'est-à-dire que le codage du message est bien de manière dominante dans la logique des stéréotypes dominants, mais le codage des messages, ce n'est pas le décodage par les téléspectateurs. Il y a un écart entre le codage et le décodage, plus ou moins grand. Et c'est ce que moi j'ai observé par exemple à partir d'une enquête sur cette réception de la série Annie McBeal à la fin des années 90, où dans ce produit d'une industrie culturelle capitaliste, quand on a interrogé Voilà. Bon, bonsoir à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. Bonsoir, ça va être une soirée très intéressante. Et je m'appelle Carlos, je suis le représentant, on va dire, des Coar en France. Et voilà, avant tout, je voulais remercier ATTAC de nous avoir aidé à organiser cet acte, notamment avec de nous avoir trouvé une salle à Montpellier. Donc, vraiment remercier. Aussi, évidemment, à Philippe Corcouche de nous avoir dédié son temps, pas facile en plus, donc merci beaucoup. Et voilà, on a la chance de l'avoir parmi nous ce soir. Aussi, je voulais remercier tous les réparateurs et remercier les personnes qui ont participé au crowdfunding de Pepalova, dans l'association qui se charge un peu de financer certains des actes des Coar. Bon, juste quelques petits mots par rapport à Ecoar. Ecoar est né il y a déjà un peu plus de 10 ans en Espagne, un collectif de caractère indépendant, d'action directe, sensibilisation sociale et solidarité pour créer
en tout cas aider à construire un système global basé sur les principes d'éthique, justice et dignité. Equar est un ensemble de personnes qui travaillent de le local à l'international, notamment en Galice. Après, ça s'est un peu au reste de l'Espagne. Et maintenant, on a certains collaborateurs en France, au Canada, en Angleterre, au Brésil. Donc voilà, on travaille aussi avec à la fois par certains radicaux et par certains conservateurs, du lien entre radicalité et manichéisme, comme si la radicalité, ça signifiait le manichéisme. Au contraire, pour moi, la radicalité, ça signifie la complication. Bon. Je reviens à l'étymologie du mot radical, c'est saisir les choses à la racine. Et la racine des problèmes dans les sociétés humaines sont compliquées, plurielles, emmêlées. Donc elles ne sont pas du tout simples. Alors j'aurai deux grandes parties, en fait, des critiques radicales des médias qui nourrissent en partie cette dénonciation ordinaire. Je vais voir leurs apports, quels ont des apports et des limites. Et après, je verrai une série de ressources pour critiquer autrement les médias, ce qu'on a l'habitude. Trois sources intellectuelles souvent alimentent les dénonciations les plus courantes des médias dans les milieux radicaux, intermondialistes, libertaires, la théorie critique de ce qu'on a appelé l'école de Francfort, la critique situationniste de la société de spectacle et la mise en cause de la propagande médiatique par Noam Chomsky sont trois des sources intellectuelles les plus importantes pour critiquer les médias, encore aujourd'hui. Donc je vais essayer de passer en revue leurs points forts et les écueils de ces trois types de perspectives. Premier point, la critique des industries culturelles par Theodor Adorno et Max Horkheimer. Ce qu'on a appelé l'école de Francfort a ouvert des terrains assez passionnants à la théorie critique dans une filiation d'un marxisme hérétique, utilisant des ressources de la philosophie et des sciences sociales à partir des années 1920-1930 en Allemagne, puis aux États-Unis avec l'exil de ses principaux animateurs à cause du nazisme. C'est notamment la voie de laboratoire Sterling de l'Université de Paris 4 et membre aussi du comité scientifique d'attaque. Donc voilà, merci d'être venu, merci Philippe et je te laisse la parole. Bonsoir, merci. Je vais essayer d'aborder la question de la critique des médias avec les ressources qui sont ceux de mon métier, c'est-à-dire que je fais de la recherche et j'enseigne en sociologie politique et en philosophie politique. Donc ce sera deux ressources, et puis en même temps, donc, je suis militant intermondialiste et je suis aussi militant libertaire puisque je suis membre de la Fédération anarchiste. Les médias ont conquis une place élargie dans nos sociétés, sous l'emprise d'entreprises capitalistes de plus en plus concentrées à l'échelle internationale, avec une diffusion de stéréotypes qui sont associés aux logiques dominantes de cette société. Et c'est pour ça que la critique radicale des médias apparaît nécessaire. En même temps, si la critique des médias veut rester en phase avec un horizon d'auto-émancipation individuelle et collective, c'est-à-dire que les individus et les groupes eux-mêmes s'émancipent, ils ne sont pas émancipés par d'autres, elle ne peut pas s'inscrire dans la logique des dénonciations les plus courantes des médias, qu'on trouve d'ailleurs dans les milieux antilibéraux, altermondialistes, radicaux et libertaires aujourd'hui. Et donc en fait, je vais essayer d'explorer ici une piste paradoxale. C'est qu'une critique des médias est nécessaire, mais une autre critique des médias, plus nuancée, plus soucieuse des complications de la réalité, et qui puise notamment des ressources dans les sciences sociales critiques contemporaines. Et donc, ça va s'inscrire d'une certaine façon en rupture avec la critique des médias la plus populaire dans les milieux critiques et radicaux. Quand il y a une difficulté, une explication simple et rassurante intervient dans les milieux militants radicaux, c'est la photomédia. C'est une formule dans laquelle se mêlent
souvent différents accents, des accents conspirationnistes dans la vision des médias qui émettent les messages, et une vision misérabiliste dans la façon de considérer les récepteurs des messages qui seraient dominés, qui seraient aliénés par ces messages. Se profile dans cette critique courante des médias, que j'appelle d'ailleurs par provocation la pensée Monde Diplo, en référence, disons, à un des journaux les plus lus dans ces milieux critiques et radicaux, le Monde diplomatique. On trouve dans cette dénonciation courante des médias des formes de simplification de la critique sociale qui rencontrent, disons, trois écueils qu'on va voir par la suite. Une surévaluation de l'effet direct des logiques économiques, ce qu'on peut appeler un économisme, une focalisation sur les manipulations cachées de quelques puissants, le conspirationnisme, et un oubli du rapport social émetteur-récepteur au profit d'une toute-puissance de l'émetteur qui, finalement, contrôlerait complètement les récepteurs, ce que j'appellerais misérabilisme. Ce type de posture, très courante dans nos milieux critiques, dans nos milieux militants critiques, avec ses impensés, pourrait contribuer à nous empêcher de repenser la question de l'émancipation au XXIe siècle. Et donc ça suppose de s'en démarquer en essayant de casser le lien qui est établi à la... expatrié de l'Espagne. Et du coup, on travaille pour faire face aux injustices et aux problèmes globaux, toujours depuis une perspective, on va dire, basée sur un triangle d'idées, très important, des principes très importants pour nous, donc l'écologisme, l'anticapitalisme et le respect des droits de l'homme. Donc voilà un peu ce qui pourrait être ECOAR, vous savez, les petits pays-là qui expliquent un peu plus. Après, pour contextualiser un peu cette conférence, le titre donc critique des médias et émancipation dans le monde actuel, c'est le 6e des actes des journées de communication pouvoir et contre-pouvoir qui ont démarré en Espagne il y a un mois, à Santiago de Compostela, puis Vigo, La Coruña, Madrid, à Montréal, et aujourd'hui à Montpellier, c'est la dernière. Et ces 10 journées, donc, qu'on avait pour but d'analyser la relation entre les médias, les pouvoirs politiques et les pouvoirs financiers, notamment les transactionnels. Et en même temps, aussi, voir comment construire, comment articuler pour construire un contre-pouvoir à travers un discours alternatif et une culture qui permette l'émancipation de la population. Donc voilà, on va faire la conférence environ 50-55 minutes. Après, on aura le temps de pouvoir, 20-25 minutes, selon, de pouvoir échanger un peu, en une sorte de débat, en forme de questions. Ça va être aussi très riche. Donc voilà, je vous laisse avec Philippe Corcouf, donc professeur de sciences politiques de l'Institut d'études de Lyon, l'Institut d'études politiques de Lyon, et prof de sociologie aussi à l'Orpheus.